Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. On est réunis autour d'une thématique qui est du coup l'usage de la méthode des personas dans et pour la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Donc, moi, c'est Gabriel Trouvé, je suis ingénieur pédagogique à l'école de design Nantes-Atlantique au sein de la cellule d'innovation pédagogique. Et Barbara, si tu veux te présenter. Oui, merci. Donc moi, c'est Barbara Dussou et je suis conseillère à l'Institut de pédagogie avancée à l'ESCA, à Angers. Voilà. Donc avant de commencer, on vous propose une petite activité. Voilà. Alors, désolé pour la résolution de l'image. C'est une petite activité WooClap. Donc, il vous suffit de vous rendre... Barbara, si tu peux juste le mettre en... Ou alors je vais le mettre... Tac, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà. Une petite activité pour qu'on se connaisse un petit peu mieux. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ouais, pour savoir quelle fonction, comme on dit, alors ça peut être un peu, ça reprend ce que vous avez mis dans le pad, et puis pour savoir un peu vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc, est-ce que la question des attentes est bien ouverte? Ou pour le moment, on est encore sur la fonction? Je vois une question. Quelles sont vos attentes en tant que participante, si ça peut vous être utile comme info? C'est ça, exactement. Merci. Donc, n'hésitez pas à renseigner vos attentes, puisque vous savez, il y aura un moment de débat après, donc ça pourra permettre aussi de guider les débats. Bien. Est-ce que tu voudras partager, Barbara? Oui. Excusez-moi de vous interrompre, je rétropédale. En tout cas, moi, personnellement, en tant que participante, ça a changé. Je vois quelle fonction exercez-vous. Je ne sais pas si c'est utile ou pas comme info pour vous. Si. En fait, suivant le lien WooClap. C'est la première question. Ok, pardon. Là, c'est vraiment l'interface en fait de connexion. Mais en fait, ça fait 3 fois que ça revient dessus, donc c'est un peu curieux. Ah ouais, en fait, c'est de ma faute. faute. Avancer à la suite parce que je pense que c'est de ma faute. Ça boucle parce en que fait. J'ai avancé, c'est ça. Donc ouais, on va peut-être. Vas-y, Barbara, tu peux. Surtout qu'on a déjà, comme tu dis, on a déjà rempli. Oui, c'est ça. Il y a déjà le pad. Donc c'est pas forcément la peine de. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Bon, bah, c'est super. En tout cas, ça nous permet de voir qu'il y a quand même un beau panorama des participants. Et normalement, maintenant, vous pouvez passer à mes attentes. Donc, si vous voulez bien renseigner quelques attentes, enfin, les attentes que vous avez ou pas par rapport à ce webinaire. Et effectivement, vous pouvez liker les attentes des autres participants, ce qui vous permet d'appuyer certaines propositions. Bon, bah super, on voit que vous êtes pas mal ici pour découvrir la méthode, donc je pense que vous ne serez pas déçus par les interventions qu'on va avoir. Et puis voilà, j'espère qu'à l'issue de ça, ça vous donnera envie d'en savoir plus, ou en tout cas quelques pistes justement pour pouvoir créer des personas ou avoir des idées pour définir les profils de vos apprenants. Je vous propose d'enchaîner. Gabriel, je te redonne la main. Ouais, ça marche. Alors, on va faire une petite introduction rapide juste pour replanter le décor.
Donc, en fait, Barbara et moi, on s'est retrouvés dans le cadre d'une collaboration. On s'est retrouvés, en fait, avec Riposte Créative par hasard. Et l'idée, en fait, c'était vraiment que Barbara avait un peu des centres d'intérêt en fait, concernant une méthode qu'on connaît assez bien en fait, dans le design, qui est la méthode des personas, et ce, dans un contexte où, justement, on partageait aussi pas mal d'intérêts en commun, notamment au vu, je sais que, par exemple, pour moi, je travaillais sur l'approche par compétences, je travaille sur des questions d'autonomisation des étudiants dans leur processus d'apprentissage, et on avait vraiment cette intuition-là que, finalement, le persona avait sa place, en tout cas dans les pratiques pédagogiques, sans pour autant en fait s'être vraiment penché là-dessus. Et donc c'est un petit peu pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, c'est pour amorcer en fait cette réflexion, ce questionnement-là. Je ne sais pas si tu veux compléter, Barbara. Oui, juste pour revenir sur le contexte de ce pourquoi on s'est intéressé à la méthode des personas, c'est que à l'issue, avec la crise du Covid, de la Covid, on sait que ça a eu un gros impact sur nos étudiants et sur nos façons d'enseigner, nos pratiques professionnelles. Et puis, particulièrement dans notre école, nous sommes aussi en contexte de refonte du programme Grande École. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a voulu se rapprocher. On s'est dit qu'on avait peut-être perdu un petit peu le fil de qui étaient réellement nos étudiants. Et on avait un de nos collègues aussi qui avait l'occasion de faire une formation de design thinking à l'école de design. Et voilà, le sujet sur la méthode des personas est parti. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Gabriel. Bien. Alors, pour le déroulement, ça va être assez simple, hein. Donc, la petite intro est passée. On a 3 présentations. Le tout va durer à peu près 1 heure, probablement un petit peu moins, et on aura un temps d'échange à la suite. Entre chaque intervention, vous aurez la possibilité pendant 5 minutes de poser des petites questions en fait, de clarification. Tout ce qui est grandes questions de fond, en fait, on va les noter. Vous pouvez les noter soit dans le pad, soit dans le chat. Nous, on va les recenser en fait, au fur et à mesure, et on pourra y revenir justement à la fin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'imagine que oui. Alors du coup, on va passer à la première présentation, parce que le débat, c'est un petit peu tôt pour le moment. Hop. Alors, est-ce que... nos amis de l'ESCA peuvent partager? Non, c'est sûr. On vous laissera, évidemment, on laissera les participants se présenter chacun. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a la chance d'avoir 4 intervenants avec nous. On a Julien et Élodie Jounier-Rivier qui sont tous deux enseignants marketing à l'ESCA, et après on aura aussi l'intervention de Lucie Metz, qui est ingénieure pédagogique à l'université de Grenoble, et on terminera par Laurent Nessensa, qui est responsable pédagogique à l'EDNA. Donc voilà, pour une présentation très rapide, mais n'hésitez pas, Élodie et Julien, à représenter rapidement vos postes, vos fonctions. Merci Barbara. Je vous laisse la parole. Barbara. Donc, bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, très rapidement, comme l'a dit Barbara, nous sommes enseignants-chercheurs à l'ESCA. Donc, moi en marketing et Julien. En marketing aussi, mais intervenant en management également. Voilà. Donc, notre présentation va porter sur la mobilisation de la méthode des personas en cours. On va vous parler d'un profil de base au profil un peu plus spécifique, handicapé et sportif. Au niveau de du sommaire de la présentation, nous allons vous présenter un petit peu comment on a découvert la méthode persona, en fait, à quelle occasion. Ensuite, on va vous parler du contexte d'utilisation de la méthode.
que nous en avons fait et comment elle s'applique au sein de l'usage que nous en faisons, des principaux résultats et ensuite quelques perceptions, retours de perceptions positives et négatives que nous avons pu, voilà, tous les deux à notre niveau percevoir justement sur la méthode et quelques perspectives d'utilisation qui ouvrent la voie à de potentiels nouveaux usages de la méthode. Alors, au niveau de la découverte de la méthodologie, donc me concernant, j'ai découvert la méthode lorsque j'ai travaillé avant d'être à l'ESCA au pôle d'innovation par les services NECOE, qui est situé en région orléanaise et qui porte dont la principale activité, c'est l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie d'innovation de service. Donc, en fait, l'idée, c'était j'ai appris à connaître cette méthode-là, à l'utiliser dans le cadre de NECOE, puisque j'étais chargée de recherche en service. Et donc, l'idée, c'était effectivement d'accompagner les dirigeants, d'abord de réaliser des interviews utilisateurs, puis derrière de réaliser des personas. C'était, on va dire, les premières étapes. Bon, après, d'autres étapes pouvaient en découler, évidemment, pour concevoir le service à travers le blueprint, etc., d'autres outils. Mais voilà, donc c'est vraiment à cette occasion-là que j'ai pu découvrir les méthodes. Et à l'époque, j'avais quand même une connaissance d'une autre méthode utilisée en marketing, qui est la segmentation et le ciblage. Donc, la différence entre la segmentation, le ciblage et le persona, c'est vraiment au niveau de la segmentation, on est vraiment sur une idée de catégoriser les personnes en sous-ensembles homogènes avec des critères, comme des critères démographiques, géographiques, économiques, sociaux, comportementaux. Et ensuite, le ciblage, ça vient, on va sélectionner via le ciblage le type d'individu que l'on souhaite, à qui l'on souhaite vendre, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est plus orienté sur l'acte d'achat. Alors que le persona, c'est vraiment l'idée de se dire, on est face à des représentants, des représentations plutôt stéréotypées d'utilisateurs types qui vont nous permettre de concevoir ensuite derrière, par exemple, le service, en l'occurrence, quand j'étais à NECOE, dans des phases, par exemple, de design thinking. Voilà. Donc, dans un premier temps, moi, je me suis, on va dire, greffé à ce que Élodie avait découvert via NECOE, qu'elle a mis en application, elle le montrera par la suite à l'ESCA directement en cours. Pour ma part, c'est plus dans la construction du cours ou dans la gestion des étudiants au sein de ces cours que la méthode m'est apparue utile et à terme efficace. Dans un premier temps, lorsque j'étais à l'université d'Orléans, en tant qu'enseignant-chercheur d'un côté, mais surtout en tant que responsable des étudiants sportifs de haut niveau sur l'université de lettres et langues, sciences humaines de l'université d'Orléans. Puis par la suite, toujours dans la gestion, construction des cours, voire construction des évaluations dans les groupes classes, c'est quelque chose qui s'est encore une fois répercuté lors de ma prise de poste à l'université Paris 12. Donc je travaillais à l'IAE particulièrement, mais de par mon passif. Je travaillais également pour le STAPS où j'avais des étudiants venant de l'INSEP, des étudiants donc sportifs de niveau, mais aussi des étudiants handicapés qu'il fallait donc gérer au sein des groupes classes qui étaient prédéfinis. Au niveau du contexte d'utilisation de la méthode, alors comme l'a dit Julien, effectivement, moi aujourd'hui j'utilise globalement, je l'utilise en cours en fait. Je l'ai découvert à travers NECOE et je l'ai utilisé à l'époque chez NECOE. Aujourd'hui, j'utilise vraiment en cours, dans le cours notamment de management de l'innovation. Donc en fait, j'enseigne évidemment la méthode aux étudiants. Je leur propose une sorte de boîte à outils avec d'autres outils qui sont en lien, en cohérence avec le persona, alors le fait notamment qu'il doit effectivement, avant la création du persona, réaliser des interviews utilisateurs et puis derrière qu'ils aient à établir par exemple une carte d'empathie qui permet vraiment de restituer toutes les informations utiles de façon très visuelle. C'est-à-dire ce que la personne dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. Donc, l'objectif du persona, c'est vraiment d'essayer de créer plusieurs profils utilisateurs qui vont servir tout au long du projet, à guider un peu le projet et surtout en phase d'idéation, à embrayer sur certains types d'idées.
Ça permet vraiment de cerner quels sont voilà, ces archétypes des utilisateurs. C'est un peu une carte d'identité augmentée. Donc, les étudiants en soi doivent réaliser des personas en séance de cours lorsque voilà, je les accompagne autour de la méthode, évidemment, step by step et du parcours, et aussi en dehors, puisqu'ils doivent créer évidemment une séance de créativité, enfin voilà, de design thinking en fait. Ils ont évidemment comme préalable de faire des observations, de faire des interviews utilisateurs et donc d'utiliser par exemple des outils en ligne pour créer les personas comme Persona App ou Persona Make My Persona, qui sont des outils gratuits pour créer des personas. Dans mon cas, je vais plutôt vous mettre en avant un usage plus indirect en fait de la méthode, dans le sens où c'est vraiment, comme je le disais au début en introduction, dans la préparation, dans l'anticipation de notre groupe classe, du cours en lui-même, voire de la préparation des intervenants, puisque à l'Université d'Orléans, j'étais juste enseignant-chercheur, j'avais mes cours à préparer, mais par la suite, donc j'étais responsable de master licence en management du sport et aussi responsable de la cellule VAE pendant un temps à l'UPEC. Donc le but du jeu était de prédéterminer les personas qui étaient dans le cadre de la VAE qui allaient mener à bien leur travail. Et on avait plusieurs facteurs clés qui nous permettaient de voir qu'on était sur des bons personas pour pouvoir s'engager dans une dynamique VAE. Mais au sein des groupes classes, le but du jeu était beaucoup plus simple. C'était vraiment de délimiter et gérer des personas propre, presque stéréotypé, donc et sa chaîne sportive de haut niveau. On verra qu'il y a des déclinaisons à considérer dans ces protoconcepts-là. Idem du côté des handicapés, avec des protoconcepts aussi différenciés. Notamment ici, je vous mets en avant la différence entre handicap léger et lourd, puisqu'on verra qu'au niveau des buts, notamment des objectifs de ces personnes-là, au sein du cours, on n'est pas exactement sur les mêmes objectifs. Et enfin, vous présentez toujours dans un usage indirect, mais qui rentre à nouveau dans le cours en lui-même et qui est impactant pour les étudiants, la théâtralisation qu'on peut engendrer via l'utilisation de la méthode par des théories antérieures, comme les méthodes Soncas en négociation commerciale, notamment dans le cadre des évaluations en cours. Au niveau de l'application de la méthode, alors là, je vous ai juste extrait un persona que l'un des groupes d'étudiants avait réalisé. Donc, effectivement, pour créer le persona, il faut se poser la question de savoir que ferait, je ne sais pas, Yves, 55 ans, dans cette situation-là. Bon, je schématise, hein, mais bon, c'est à peu près ça. Et l'idée, c'est de construire à partir de là des scénarios d'usage et d'imaginer comment les personas pourraient réagir. Voilà, donc c'est l'équipe qui va évidemment créer ce persona. Chaque persona va donc représenter une catégorie cible d'utilisateur type. Et le but, évidemment, c'est que les personas semblent réels pour que chacun, ou en tout cas une majorité de personnes, puissent s'identifier. Tout au long du processus de design thinking, l'idée, c'est de dire aux étudiants qu'il faut qu'ils gardent en mémoire, gardent en tête les personas qu'ils ont créés pour pouvoir, et leurs caractéristiques notamment, pour pouvoir ensuite dérouler le projet et animer la séance de créativité, et d'identifier aussi surtout les points bloquants, les pain, les gains et les besoins pour améliorer évidemment l'expérience sur la problématique donnée. Voilà. Donc là, c'était juste un exemple d'un persona qu'ils avaient réalisé en dehors de la séance de cours. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Exemple d'usage de la méthode, nous, dans la préparation d'un cours, ici c'était la préparation d'un cours à l'Université Paris 12, on part du principe, comme dans le commerce, en fait, qu'on a un grand nombre d'utilisateurs à qui on va vendre un produit. Ici, c'est notre cours, avec sa dynamique, ses évolutions et surtout son évaluation. Donc on anticipe un peu sur les comportements des différents utilisateurs qu'on va avoir au sein du même groupe classe, et par là même, comme je vous le disais tout à l'heure, on va distinguer deux personas particuliers. D'un côté, le protoconcept sportif de haut niveau, et de l'autre côté, le protoconcept handicap, qui vont nous amener à anticiper, préparer certains angles de vue au niveau du cours, mais aussi certaines méthodologies, certains placements même géographiques, matériels au sein de la classe par rapport à ces types de personas particuliers. Donc pour ce qui est du protoconcept plutôt sportif de haut niveau, on est sur un persona où là, on va avoir une implication forte au niveau communication, dans le sens où, selon les niveaux bien évidemment, mais quand on est sur l'Université Paris 12 avec des étudiants qui nous viennent de l'INSEP, on est quand même sur des sportifs et sportives qui viennent de compétitions nationales, internationales, et qui réintègrent, sortent du cours, reviennent, et qu'il faut réintégrer en permanence. Donc là, le but du jeu, pour nous, c'est de partir de leur comportement, d'avoir une approche par les buts pour savoir comment les intéresser
au cours, parce que pour la plupart, on a des décrochages en permanence. Donc, essayer de sortir de ces buts premiers qu'ils ont, puisqu'on n'est plus au lycée, là, on est vraiment face à des adultes, leur but de compétition, leur but de renommée, d'avenir, de gloire, pour les intéresser au cours, pour les intéresser aux travaux de groupe, pour les intéresser à l'évaluation finale et y voir un intérêt. On a aussi, dans cette même approche, une observation de différents types de comportements et d'attitudes. Et ici, je vous ai noté quelques comportements. La désinvolture, le désintérêt, parfois le mal-être, on l'oublie, puisqu'ils se sentent un peu en deçà, vu qu'ils n'ont pas pu suivre pendant un certain temps le cours. Et il faut les réintégrer au plus vite ou ne pas les perdre durant leur compétition. Alors là, c'est une discussion qui ne s'opère pas seulement avec l'étudiant, mais s'opère avec les entraîneurs qui, en front office, vont vous dire que le plus important, c'est l'université, mais en back office, bien évidemment, ce sera la compétition. On a des contraintes matérielles et temporelles à considérer dans ces personas qu'on va devoir gérer par la suite. L'expérience fait qu'on les connaît de mieux en mieux année après année, mais quand on a, dans le cadre de diplômes que l'on gère, des intervenants à former sur ces types de personas qu'ils ne connaissent peut-être pas, il faut rappeler. L'approche des variables clés que l'on peut voir chez Nielsen notamment nous permet de voir certains points qu'il faut mettre en avant pour bien les étudier, notamment les matériels représentatifs. On dit bien matériels dans ce cadre-là, ils ont une aura quand ils viennent en cours avec leurs survêtements, leur sac, qui est une contrainte matérielle qu'on verra qui impacte également les personas handicapés et qu'il faut pouvoir gérer en amont. Il y a bien sûr la variable temporelle qui est très importante dans ce cadre-là par rapport à leurs horaires qui sont adaptés, par rapport à leurs entraînements et compétitions qui vont faire que vous ne réagirez pas de la même manière face à un étudiant qui somnole quelque peu quand vous savez qu'au préalable, il s'est tapé 6 heures d'entraînement la veille par rapport à un autre qui a été faire un tonus et qui s'est torché la vodka. Autre persona donc sur lequel on s'est intéressé, le persona handicapé, où là c'est plus une aide à la décision pour nous, une aide à la décision et la prospection dans la préparation, notamment par rapport aux contraintes que le handicap va générer et qu'il va falloir mobiliser à l'intérieur de la construction même du cours et de l'évaluation. Ici, des comportements et attitudes spécifiques à considérer également. Le but, la plupart du temps, va être l'intégration, la neutralité, le fait de ne pas être différent au sein du groupe classe, mais parfois, vous allez avoir une recherche de différence, une mise en avant de cette différence, et il est vrai que sans avoir fait d'études quanti, on remarque que c'est plutôt, enfin j'ai remarqué que c'est plutôt les handicaps légers qui vont mettre en avant leur handicap, et les handicaps lourds qui vont plutôt essayer de le cacher, en tout cas de le réduire. Là encore, on retrouve une certaine désinvolture, un désintérêt, de force qui va peut-être d'une manière un peu exemplaire, dynamiser un peu la dynamique de groupe, notamment sur les travaux de groupe. Au niveau des contraintes matérielles, on en a là encore, tout ce qui va être matériel lié au handicap. Ces personnes-là donc, sont assez faciles à classer par rapport à leurs contraintes matérielles distinctives, mais il faut aussi considérer des contraintes matérielles qui sont parfois plus invisibles. On pourra en parler si vous avez des questions sur ce point. Au niveau des variables humaines, le regard d'autrui est à gérer, que ce soit pour l'intervenant ou le professeur en lui-même, le relationnel et les conditions de handicap. Il faut aussi pouvoir préévaluer sans nécessairement avoir le droit d'avoir l'information au départ, quelles peuvent être les problématiques qui apparaîtront pendant le cours liées au handicap. Dernier contexte, alors là, plus avec une application vraiment qui émane des sciences de gestion à travers la négociation commerciale, l'utilisation d'une certaine forme de théâtralisation en simulation de négociation commerciale. Ici, c'est le principe du son de case qui est employé. Le but du jeu, parce que c'est vraiment un jeu là, c'est pas de réussir dans le cadre de négociation acheteur-vendeur à vendre le produit à l'acheteur, puisque à la fin, de toute manière, comme on les fait travailler les différentes étapes de la négociation, il y a la vente. Mais le but ici, c'est plutôt de découvrir quel profil, quel persona on a en face pour pouvoir construire son argumentaire par rapport à ce persona. Et ici, la méthode est employée à travers 6 personas très spécifiques et très caricaturaux, mais qu'on retrouve de manière générale en dehors au niveau commercial. Alors, quelques retours d'usage par rapport à nos usages respectifs. Alors, au niveau de la perception positive de la méthode des personas, c'est effectivement un outil d'aide à la décision qui est plutôt intéressant. Notamment, quand j'étais à Nekoué, j'ai pu voir effectivement que beaucoup de dirigeants qui étaient engagés dans la démarche avec Nekoué méconnaissaient totalement leurs utilisateurs finaux, alors que ce soit des dirigeants B2B ou B2B2C. Alors, parfois, ils connaissaient bien leurs clients B2B, mais pas forcément les utilisateurs finaux des services. Donc, c'était vraiment une aide, un accompagnement qui leur était donné et aussi une découverte de quels étaient leurs utilisateurs au final à travers la méthode des personas.
pour ce qui est évidemment du contexte du cours, ça aide aussi les étudiants à s'apercevoir que cette méthode va leur servir à pouvoir ensuite engager la démarche d'idéation, d'identifier des idées, pour pouvoir finalement répondre aux problématiques liées aux pain points, comme je disais tout à l'heure. C'est une représentation simplifiée et construite de vrais gens qui va parler vraiment aux étudiants. C'est une méthode effectivement très plutôt pas ludique, c'est pas ça, mais c'est très parlant en fait. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer finalement qui est effectivement très utile à leurs yeux, et enfin une clé de compréhension commune au groupe projet qui va effectivement les aider encore une fois à parler un langage commun dans un groupe projet. Et comme je disais tout à l'heure, ça permet vraiment d'identifier effectivement des problématiques liées à ce qu'on peut faire face au quotidien dans certaines situations, dans les situations dans lesquelles on réalise les entretiens utilisateurs. Voilà. Autre élément de perception positive dans la préparation de ces cours, de ces évaluations ou de ces travaux de groupe en tant qu'enseignant-chercheur, voire de la préparation de ces équipes d'intervenants, c'est que c'est un véritable outil d'intégration et d'efficience collective en groupe classe où on va pouvoir définir des rôles parfois à des étudiants qui seraient restés un peu plus en retrait, des rôles plus particuliers au sein des groupes de scolarité, mais au sein des groupes de travail également. C'est un outil d'évaluation et de dépassement du cadre personnel dans le sens où ça va permettre une certaine forme de projection, voire de jeu, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment en négociation partenariale, mais ici l'exemple était la négociation commerciale. En termes de perception un peu plus négative que nous avons pu identifier avec Julien, c'est que, alors évidemment, ça nécessite du temps que les étudiants n'ont pas forcément conscience. Encore une fois, je parle du contexte de cours. Et puis finalement, comme je l'ai pu le voir avant aussi, du temps qu'ils n'ont pas forcément conscience, en fait, malgré le fait que je leur répète effectivement qu'il faut qu'ils prennent contact avec des utilisateurs potentiels, ensuite qu'ils fassent les entretiens utilisateurs, qu'ils retranscrivent, etc. Ils n'ont pas forcément conscience de ce temps-là pour la création des personas. Et du coup, les personas manquent un peu parfois de consistance, sont un peu light quand ils les créent. Donc, il faut vraiment un accompagnement important aussi, même s'ils ont l'impression que c'est très abordable, très accessible. Il faut aussi pas négliger cet accompagnement qu'on doit leur donner dans la création des personas. Ça nécessite du temps aussi pour l'enseignant-chercheur quand il prépare ses fiches persona. Pourquoi? Parce qu'au sens des informations, on a les informations bien sûr du dossier d'étudiants, donc il y en a quand même beaucoup, mais aussi on va pouvoir recueillir des informations un peu plus en direct, notamment lors des team building, méthode qui a été employée une seule fois pour le moment de mon côté, et qui permet d'avoir des informations un peu plus personnelles et densifier un peu notre fiche. Il y a des problèmes de stéréotypage, bien sûr, qui vont ressortir de cette méthode. Là, on a vu les sportifs de haut niveau. Bien sûr qu'il y a des déclinaisons différentes au niveau des protoconcepts sportifs de haut niveau, notamment le sport individuel, le sport collectif. On va avoir différents types de personas et différentes intégrations au sein du groupe classe et des groupes de travail. Donc, des variantes protoconceptuelles à considérer. Il faut aussi considérer, quand on utilise cela dans une évaluation, que les capacités mobilisatrices dans l'usage, par exemple, ici des profils Soundcast, ne vont pas être les mêmes. Ce n'est pas tous des acteurs. Donc, ce sera différent selon les types de personnages qu'on a en groupe classe. Enfin, on peut considérer que l'usage se réduit parfois par la facilité, donc ce stéréotypage, et où peut parfois être non contrôlé si on a mal préparé nos équipes d'intervenants parfois, qui vont juste se dire « Allez, on distingue sportif de niveau, on distingue handicapé, c'est tout. » Non, on ne va pas plus loin. Le but du jeu est quand même de leur apporter un peu plus d'éléments pour aller plus loin que la simple fiche qu'il leur est donnée. Alors, eu égard à ces différents éléments, on peut proposer quelques perspectives d'utilisation de cette méthode. Donc, comme je dis, au sein des groupes de scolarité accueillant des profils spécifiques, ici sportifs de niveau ou encore étudiants handicapés, et au niveau des évaluations en elles-mêmes, donc là on a donné juste l'exemple de la négociation commerciale, mais on peut aller plus loin en cours, mais même aussi hors cours. Donc, effectivement, ça peut être aussi utile, pourquoi pas, dans le recrutement d'étudiants. Typiquement, à l'ESCA, quand il s'agit au niveau des oraux de recrutement, on a déjà quelques profils quand il s'agit de l'oral collectif, les profils leaders, avec des critères un peu spécifiques. Pourquoi pas utiliser justement, aller un petit peu plus loin que ces profils-là dans l'entretien individuel avec les étudiants, justement. Et aussi, quand il s'agit d'expliquer aux nouveaux intervenants, par exemple, on a
la charge d'un master ou d'un module de cours, quels sont les profils qui vont peut-être croiser justement, que ce soit dans la classe, hein, mais aussi de manière beaucoup plus globale au niveau des étudiants ESCA, parce qu'un étudiant ESCA ne sera pas le même qu'un étudiant université ou qu'un étudiant IUT, IAE, MFR, enfin voilà. Et voilà. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre intervention. S'il y a des questions de clarification, n'hésitez pas à prendre la parole ou à les noter dans le chat. On aura un temps de débat après. Donc voilà, moi j'avais juste une petite question, puisque je ne vois pas encore de questions arriver. En attendant, j'avais une petite question pour Julien par rapport à l'utilisation de la méthode pour définir le cours. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur l'équipe qui a utilisé cette méthode? C'est-à-dire combien vous avez été pour employer, pour créer des personas? Est-ce que vous étiez en équipe pour le faire ou est-ce que c'était uniquement le responsable du cours? Et est-ce que si vous l'avez fait en équipe, tout le monde était d'accord? Et comment s'est passée cette phase de construction? Voilà, très rapidement. Très rapidement, c'est moi qui ai utilisé la méthode seule sur l'Université d'Orléans. Sur l'Université Paris 12, étant le responsable du master management du sport, on était une équipe de 8 enseignants-chercheurs. J'étais le seul sciences de gestion avec 7 sociologues. Le but du jeu, c'était de leur montrer que c'était efficient comme méthode. C'est plutôt l'usine à gaz qui est ressortie comme idée principale quand j'ai exposé qu'il fallait faire des fiches par étudiant pour pouvoir répartir nos groupes, notamment nos étudiants INSEP au STAPS. Donc non, il n'y a que moi qui l'ai employé sur un cours de marketing et communication en STAPS et sur un cours de partenariat public-privé en IAE. D'accord, ok. Et les collègues sociologues ne connaissaient pas la méthode? Attends, Barbara, j'ai eu une coupure parce que j'ai été appelé en même temps. Oui, pas de souci. Vas-y. Je demandais Ouais, juste si... Ça y est, c'est bon? D'accord. Mm. Si est-ce que tes collègues sociologues connaissaient ou pas la méthode? Non. C'était, on l'avait présenté en début d'année quand on gérait nos candidatures. D'accord. Toi. Enfin, moi, oui, pardon. J'aime pas dire je. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour la présentation. On peut peut-être passer à celle de notre collègue Lucie, qui est ingénieure, comme je le disais au début, qui est ingénieure pédagogique à l'Université de Grenoble. Donc, Lucie, si tu veux bien prendre la main. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais partager mon écran. Tac. J'espère juste que ça ne va pas trop couper parce que j'ai pas une très très bonne connexion ici. On fera Pour le moment, ça marche bien. Je me suis permis de faire un petit jeu de mots sur... je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Ici, c'est très bien. Donc, je me suis permis de faire un petit jeu de mots sur mon titre parce qu'au départ, on n'était pas très convaincus par l'utilisation des personas en pédagogie. Je vais vous faire quand même un petit retour d'expérience du coup de l'utilisation qu'on a fait nous à l'université de Grenoble. En tout cas, 2 exemples auxquels j'ai pu contribuer, mais pour le coup, il s'agit vraiment d'un travail en équipe et collaboratif. Donc, ce sera un vrai nous. Alors, je vais passer à la slide suivante. Donc, déjà, je vais me présenter très rapidement. Donc, moi, je suis donc, comme tu disais, Barbara, Lucie Metz. Je suis donc ingénieure pédagogique à la DAPI. Donc, la DAPI, c'est la direction à l'appui à la pédagogie et à l'innovation de l'Université Grenoble-Alpes. Et j'accompagne donc les enseignants et plus généralement les personnels universitaires dans leur démarche d'évolution de pratiques pédagogiques. La DAPI, en fait, c'est une équipe qui est très pluridisciplinaire et c'est grâce à cette équipe pluridisciplinaire que j'ai découvert que nous avons découvert, nous, ingénieurs pédagogiques, l'existence des personas, notamment grâce à notre chargé de communication.
qui du coup nous l'a fait utiliser dans le cadre de ses activités en lien avec la communication pour le coup. Et au début, on était assez sceptiques sur la possibilité d'utiliser ça dans un contexte pédagogique, mais de fil en aiguille, l'idée a fait un petit peu son chemin. Et on a décidé en fait de s'en servir à partir de 2019, quand on réfléchissait en fait à la façon qu'on pouvait avoir d'accueillir les nouveaux maîtres de conférences. Donc, pour ça, du coup, on s'est appuyé sur les métacartes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est proposé, donc c'est les métacartes de Faire Ensemble qui sont proposées par Mélanie Lacarouze et Lilian Rico. Ils ont, de mémoire, il me semble qu'ils ont fait un webinaire. Ils sont Absolument. ici. Je n'ai pas eu le temps de le visionner encore, mais j'avais vu passer ça il y a quelques mois de mémoire. Donc, je vous invite à aller le revisionner si vous voulez en savoir un peu plus sur les métacartes, mais c'est un outil qui est très utile. Et du coup, donc on cherchait en fait initialement, on cherchait donc une activité qui allait nous permettre en fait, donc on avait plusieurs objectifs, donc de travailler un petit peu sur les représentations que les nouveaux maîtres de conférences pouvaient avoir vis-à-vis des différents métiers qui existent à l'université, si besoin de déconstruire un peu les idées reçues qu'ils pouvaient avoir, et puis au passage d'identifier les interlocuteurs qui pouvaient être nécessaires dans les différentes situations qu'ils allaient pouvoir rencontrer, et aussi évidemment de nous faire connaître, puisque quand les gens arrivent, ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a un service central qui existe et qui propose des accompagnements en lien avec la pédagogie. Du coup, on a donc conçu une activité d'environ 1h30 à peu près. Et donc, on les a fait mettre en binôme mixte. C'était assez important pour nous que ce soit vraiment quelque chose de mixte, parce que l'idée, c'est que ils n'avaient pas forcément tous le même parcours ni le même vécu. Et donc, c'était un petit peu de forcer la confrontation. Et donc, on avait établi des grilles vierges, donc du type de celle qui apparaît là à l'écran. Et ils ont dû donc remplir cette grille-là. On avait donc ciblé 5 métiers de l'université, des métiers de personnes avec lesquelles ils allaient être en contact. Donc, il y avait l'enseignant-chercheur, le ou la directrice de composante, le ou la gestionnaire de scolarité, l'ingénieur pédagogique et puis l'ingénieur audiovisuel. Donc, l'idée, c'était vraiment de voir un petit peu et de déconstruire ce qu'il pouvait y avoir. Et donc, ils ont construit ensemble différentes fiches persona. Et ensuite, on a eu un gros temps de débriefing. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur les retours qu'on a eus sur cette expérience. Mais c'était une première expérience qui était du coup plutôt concluante. Ensuite, du coup, grâce à cette première expérience qui nous a, on va dire, assez plu, on a été donc sollicité dans le cadre des campus connectés l'an passé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le dispositif, je ne m'attarderai pas trop sur le dispositif, puisque là aussi, on en a déjà un petit peu parlé l'an passé, et il y a aussi un webinaire qui a été enregistré à ce sujet. Mais du coup, dans ce cadre, on a été donc sollicité pour accompagner les tuteurs des campus connectés de la région iséroise et Valence aussi. Enfin, en fait, Drôme-Ardèche, les campus de Drôme-Ardèche, les campus connectés de Drôme-Ardèche. Et donc, on a conçu donc deux ateliers spécifiquement pour l'occasion, en lien avec donc l'analyse des besoins des tutorés, et les diagnostics et les préconisations qu'ils pouvaient établir ensuite. Donc là, on a eu à nouveau l'idée d'utiliser les personas, puisque les tuteurs qu'on a côtoyés, ce sont des tuteurs qui étaient déjà en poste. Donc, l'idée, c'était de partir de leur niveau de connaissance et donc de leur proposer en fait un cycle pour enrichir et favoriser le partage de pratiques.
Donc, le premier atelier qu'on leur a proposé, donc 2 ateliers de 2 heures. Le premier, donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là. Dans ce premier atelier, en fait, on leur avait demandé donc en amont, on leur avait transmis du coup des grilles persona vierges avec là aussi, de mémoire, je crois que c'était aussi 5 profils. Je crois qu'on a quelque chose avec ce chiffre. Donc 5 profils. Donc, je vais vous les afficher. Il y en a 2 que je vous ai mis ici. Donc, on avait un peu modifié la grille. L'idée, c'est qu'on avait pris un peu des profils types de tutorés potentiels. Donc, on avait identifié le timide, le défaitiste, l'hyperactif, le je sais tout. Et donc, l'idée, c'est que individuellement, en s'inspirant ou pas des situations qu'ils vivaient en tant que tuteurs dans leur campus respectif, ils remplissaient du coup en amont cette fiche persona. Ils nous la renvoyaient et puis donc le jour de l'atelier, on mélangeait un petit peu les fiches et on leur fournissait donc une grille de diagnostic et ils s'appuyaient donc sur la grille vierge et le persona rempli par une autre personne pour établir en fait un premier diagnostic en fait et un premier bilan un petit peu des besoins et des difficultés qu'évoque le persona. Une fois que donc ce premier temps, en fait individuel a été passé, on a fait une première restitution en grand groupe où chaque tuteur a présenté un petit peu ce qu'il avait compris du persona qui lui avait été attribué et puis l'identification des besoins qu'il avait effectués et ensuite tous ensemble on a pu donc échanger sur les analyses respectives en grand groupe, que ce soit donc les tuteurs et les animateurs de la séance. Donc là, c'était vraiment sur toute la partie analyse des besoins et diagnostic. Et puis ensuite, on a fait un deuxième atelier au mois de mai, où là, du coup, l'idée, c'était vraiment plus de partir sur la partie préconisation. Et donc, pour la partie préconisation, on s'est donc appuyé sur une fiche persona qu'on avait donc construite, nous, en amont, pour gagner un petit peu de temps. Et donc là, ils ont dû tous ensemble. Bon, alors je dis tous ensemble, mais c'est comme s'ils étaient très nombreux. Je reviendrai sur ce point-là, mais ils étaient donc 5. Donc ils ont travaillé en fait en équipe, mais on les a fait donc travailler ensemble sur la partie diagnostic après avoir pris connaissance individuellement du persona. Et une fois qu'ils avaient donc établi le diagnostic, on leur a demandé de s'inspirer du coup de l'approche centrée solution en choisissant une difficulté, en la déroulant au maximum et en allant jusqu'à une matrice décisionnelle pour essayer de choisir du coup quelles seraient là où les solutions les plus adéquates. Un petit aperçu de la... Enfin, en fait, c'est la fiche persona qu'on avait établie, nous, qui leur a donc été distribuée. Donc, c'est vraiment, on l'a remplie de façon à ce que ça corresponde à un étudiant, entre guillemets, potentiel dans les campus connectés. Et puis donc, ils ont établi un diagnostic, rempli une fiche collaborativement à partir de cette première fiche-là. Le retour du coup qu'on peut faire, donc comme je le disais, donc ils ont été peu nombreux pour l'expérience des tuteurs et puis pour l'expérience des nouveaux maîtres de conférence, donc ils étaient 27. Dans les 2 cas, on est à chaque fois sur des activités qui ont été quand même assez longues, donc je rejoins tout à fait mes collègues de l'ESCA sur ce point-là. C'est effectivement une activité qui est très intéressante, mais qui nécessite beaucoup de temps, autant au niveau de la préparation qu'au niveau du déroulé et de la mise en place, notamment les temps de débriefing. Il y a eu ils ont eu beaucoup de besoin d'échanger, tant sur les 2 expériences, il y avait beaucoup de besoins pour échanger, notamment pour la partie, alors la grosse force qu'on a eue
le gros atout qu'on avait du débriefing pour les nouveaux maîtres de conférence, c'est qu'un des animateurs de la session avait plus ou moins exercé tous les métiers qui est présenté. Et du coup, en tout cas, il avait une excellente connaissance du milieu universitaire grenoblois, ce qui fait qu'il a pu répondre vraiment à toutes les questions qui étaient en suspens de la part des néos. Et ça, c'était vraiment très, très intéressant. Un autre retour d'expérience, du coup, je vous laisse aussi un peu prendre connaissance de ce que j'affiche, mais un autre intérêt, en fait, c'est que ce type d'activité avec les personas, ça peut être aussi bien utilisé pour, entre guillemets, un peu déconstruire des idées reçues et puis dégrossir un petit peu, entre guillemets, le terrain, mais aussi pour aller faire du travail de fond avec les tuteurs. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment très intéressant. Et puis, oui, un autre point qui est, on va dire, un point de vigilance. En tout cas, de mon point de vue, je pense que ça fonctionne très bien sur les petits groupes, mais je pense que vraiment nous, au-delà de 30 personnes, peut-être même 50, mais ce serait vraiment très gros, jusqu'à 30 personnes, ça peut être envisageable. Au-delà, ça fait vraiment quelque chose de très, très lourd, je pense. Et c'est effectivement, je pense, une des limites de ce type d'activité, c'est que c'est difficilement transférable à des grosses cohortes. En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle, nous, à l'université, puisque des fois, on se retrouve quand même à des classes de plus de 150, 200 personnes, et c'est pas jouable. De mon point de vue, en tout cas, ça, à mon avis, s'avère compliqué, mais on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Et voilà, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, Lucie. Peut-être là, je ne vois pas de questions pour le moment. Moi, excuse-moi, j'avais juste une toute petite question, Lucie, par rapport ces ateliers-là. Pour les informations, pour construire leur persona, ils devaient faire appel à des informations qu'ils avaient dans leur cerveau, ou est-ce que vous leur avez mis à disposition aussi différents types d'informations qu'ils pouvaient aller piocher à droite, à gauche, prendre ce qui les intéressait pour construire cette fiche persona? Pour les tuteurs ou pour les nouveaux maîtres de conférence? Pour les deux, comment vous avez fait pour les deux? Est-ce que c'était différent ou est-ce que vous avez fait la même chose? Alors, les tuteurs, on leur a vraiment donné la grille vierge que j'ai présentée, celle qui était pré-remplie, que je vous ai montré remplie. On l'a envoyée vierge avec uniquement les petites fiches, les petits traits de caractère, en fait, la petite phrase qui représente un petit peu le trait de caractère. Je vais juste repartager comme ça, ce sera... on avait mis à chaque fois une petite phrase, je ne supporte pas de rester sans rien faire, je peux avoir tendance à me disperser. On avait déroulé pour chaque profil ce type-là, mais après, l'idée, c'était qu'ils étaient vraiment libres de s'en inspirer ou pas, sachant qu'eux avaient déjà des tutorés à encadrer. Donc, en fait, ils avaient déjà plus ou moins des idées. C'est-à-dire qu'on ne l'aurait pas fait, ce type d'activité-là, on ne l'aurait pas fait si c'était personnes qui n'avaient encore jamais en cas de tutoré. D'accord. Ça fonctionnait, ça pouvait fonctionner parce qu'ils avaient déjà un peu d'expérience. Sans expérience, ça aurait été plus compliqué. Je pense qu'on l'aurait fait avec eux, ce temps de remplissage, entre guillemets. D'accord. En tout cas, on les aurait un peu plus accompagnés. Et pour les néos, là, du coup, c'était plus haut, pardon. Pour les néos, en fait, on leur a donné les consignes qui sont ici, donc d'imaginer, et on est resté dans la salle, donc comme ils ont rempli en binôme s'ils avaient des questions. On avait imprimé, en fait, on s'était servi du trombinoscope du service pour qu'ils aient des photos d'identité à être. Et puis, on leur avait donné la liste des métiers. Donc, en fait, en binôme, ils choisissaient un métier, une photo, et puis ensuite, ils allaient remplir en binôme leur fiche persona, mais on ne les a pas guidés plus que ça.
D'accord. Après, ils ont généralement un nouveau maître de conférence, même s'il est nouveau dans l'université, il est rarement novice dans le milieu universitaire. Oui. Donc, il a quand même déjà, en général, il s'est déjà au moins frotté à un gestionnaire ou un gestionnaire de scolarité, un ou une directeur ou directrice de composante, ou bien un collègue enseignant-chercheur, tout simplement. Donc, Oui. même si nous, on est peut-être un peu moins connus en tant que, enfin, les ingénieurs pédagogiques, hein, quand je dis nous, les ingénieurs pédagogiques, on est peut-être un petit peu moins connus. Les autres corps de métier étaient un petit peu plus connus, donc c'était moins. Enfin, ils On n'étaient aura, pas complètement perdus. on aura peut-être l'occasion de... Ah, il y a un petit peu d'écho. On aura peut-être l'occasion de revenir justement là-dessus, parce que ça fait partie aussi de la question des personas, ça. La question des références, en fait, qui apparaît beaucoup dans la littérature. Mais là, je vois le temps qui défile, et donc du coup, je vous propose de passer à la présentation de Laurent. Alors, on est dans le même bureau, donc je vais couper mon micro afin d'éviter des effets de réverbération. Ok, Donc, pour rappel, Laurent, pour rappel, juste Laurent qui est responsable de la cellule innovation voilà, pédagogique de l'EDNA. Je te laisse la exactement. parole. Bon, voilà, vous voyez mon écran. Oui, Ok. très bien. Donc, ouais, j'ai mis un petit masque pour rappeler quand même qu'à l'origine des personas, hein, c'est aussi le masque qu'on comporte. Alors, c'est un masque de tigre, un peu de carnaval, un peu fantasque, parce que c'est aussi la vieille expression mettre un tigre dans son moteur. Et pour nous, en design, en fait, le persona, c'est souvent ça. Ça permet de doper en fait un projet. Alors, il y a plein de, c'est très difficile comme sujet parce il y a plein de choses, il y a plein de pratiques. Et effectivement, il y a plein de biais sur cette méthode-là. Donc là, je vais choisir de vous en présenter une qui est la façon dont j'utilise dans le cadre d'un cours. Alors, donc, je suis responsable de l'innovation pédagogique à l'école design, mais je suis aussi enseignant. Enfin, j'ai une charge enseignant assez importante, et notamment tout ce qui concerne la culture numérique, culture image. Et mes spécialités, c'est plutôt le design spéculatif et la créativité. Et j'utilise aussi du persona dans les choses, enfin en UX, quand on retravaille des cours, mais on pourra éventuellement parler de ça plus tard. Donc là, pour l'expérimentation dans laquelle je vais vous parler, ça concerne un cadre d'expérimentation en créativité, donc un enseignement en créativité et veille prospective, avec des étudiants de troisième année, donc de bachelor chez nous, en design d'interactivité et game design. J'ai également adapté un petit peu cette méthode et on pourra en parler parce que effectivement le persona avec des game designers ou des UX designers, c'est des gens qui sont déjà plus ou moins formés à ces méthodes-là ou en tout cas qui sont acculturés. Et j'avais à cœur de tester ça avec d'autres euh, d'autres enseignants dans d'autres établissements et effectivement les résultats sont pas tout à fait les mêmes. Notamment, donc, je l'ai fait avec des étudiants d'une licence Médite à La Roche-sur-Yon, à l'Université de Nantes, et à l'UCO de Rezé en infocom et en master communication numérique. Alors, je vais principalement vous parler de l'enseignement de l'école qui concerne un enseignement de 12 heures, en fait, qui alterne de façon assez classique des théories, enfin une partie magistrale et une partie TD avec mise en application et qui débouche sur la production en binôme. C'est aussi un point intéressant le binôme dans l'approche des personas parce que c'est un moment fédérateur, le persona. Ça permet vraiment de créer un terrain de discussion entre un groupe. Donc au départ, cet enseignement, il était vraiment tourné sur de la prospective et je m'appuyais sur le design fiction d'une façon assez simple en fait. Donc design fiction, hein, c'est ce qu'on pourrait dire que c'est une approche prospective qui à travers des outils classiques du designer de prototypage met en place des objets ou des services et aide à mieux imaginer ce que pourrait penser l'utilisateur de ces services-là. Mais j'utilisais pas complètement le persona, c'est-à-dire que c'était un univers totalement fictionnel. Et je me suis orienté sur les métiers et sur la prospective des métiers qui sont largement impactés par le numérique.
et notamment par des systèmes de contraintes avec des cartes qui sont aussi une base de la créativité, hein, les bases de contraintes. Donc, on prend un métier, on prend une techno et on voit comment ça évolue. Donc là, par exemple, on a le résultat des années précédentes où je leur demandais de se projeter une vingtaine d'années et ils tirent 2 cartes, matériaux actifs et chercheurs en biologie. Et à la fin, ce qu'ils doivent produire, c'est un design fiction qui concerne un personnage imaginaire qui est interviewé dans un magazine. Donc là, en l'occurrence, on a une designeuse d'interface, comment dire, de robes connectées. Après, il y avait un problème par rapport à ça, c'est que il y avait souvent un problème de réalité. C'est-à-dire qu'ils partaient dans un imaginaire, mais ils avaient du mal à ancrer ça sur une réalité. Et donc, je me suis posé la question, on utilise beaucoup le persona à l'école, donc en termes de UX design, en termes de design de service. Je me suis dit, je vais essayer de le rentrer dans mon enseignement pour voir si c'est une porte d'entrée qui pourrait les aider à mieux fixer la prospective. Et donc, j'ai créé un premier jeu qui s'appelle Persona, qui est en fait un proto-persona. On va voir que moi, je travaille vraiment sur un séquençage qui est proto-persona, persona réel et le persona prospectif. Et pour moi, c'est important de distinguer ces choses-là. Donc, le proto-persona, c'est une illustration graphique de personnes de type jeu de cette famille, qui est inspiré donc des travaux de Don Norman, mais qui est vraiment basé sur l'émotion et la créativité. Donc l'objectif, c'est de travailler sur le stéréotype et de tirer une carte d'un personnage imaginaire et d'essayer de construire son profil, mais avec toutes les représentations et tous les biais que cela comporte. Donc, par exemple, là, je vous ai mis 2 fiches. Donc, il y a une fiche, ça, c'est la fiche type qui est donnée aux élèves. Aux étudiants, et ils ont une fiche avec des séquences assez classiques comme on a vu, et ensuite ils réinterprètent cette fiche-là. Alors ce qui est intéressant, j'ai mis celle-là parce que c'est assez drôle. Ils n'étaient pas à l'aise avec l'illustration et ils ont cherché à l'imbriquer un peu plus dans la photographie. Et du coup, ils ont un peu déformé la fiche, mais ils lui ont aussi donné peut-être plus comment dire, plus de matérialité. Et ce proto-persona, c'est ce qui va servir à construire les grilles, la grille d'entretien. D'accord? Et on va, à l'aide de ce proto-persona, sortir un peu toutes les représentations stéréotypées qu'on peut avoir, et on va construire une grille d'entretien. Et cette grille d'entretien, on va la conforter, soit sur des observations, mais la plupart du temps, c'est des entretiens que je leur demande. Donc, avec des personnes qui exercent un métier ou qui exercent un métier dans une profession particulière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la construction du proto-persona va les guider, en fait, va les aider beaucoup à construire cette grille d'entretien. En tout cas, pour nos étudiants qui ont du mal à se projeter sur une grille d'entretien, ça les aide beaucoup. Et donc ensuite, il va comment dire, créer un deuxième type de persona, donc qui est le persona réaliste. Et enfin, il va se projeter sur un troisième type de persona que j'appelle le persona prospectif. En fait, le persona prospectif, il va être issu du croisement des 2 personas précédents, c'est-à-dire que c'est un persona, mais dans lequel on va induire on va provoquer un changement par la contrainte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir du persona prospectif, on va introduire une contrainte qui est donc à nouveau soit des cartes technologie, soit des échelles d'innovation, c'est-à-dire en fait de rentrer la partie innovation dans le secteur. Et on va poser une question toute simple qui est: et si demain votre persona, c'était vous dans 10 ans, quel métier vous exerceriez en fait, et quels seraient les impacts du numérique dans votre profession? Donc là, on se sert du persona prospectif pour avoir en fait
une anticipation sur le futur du produit, du service ou de la techno, mais aussi le futur de l'étudiant, en fait, le futur de son métier, en fait. Et on engage la réflexion sur le changement de ce métier-là. Alors, on l'a mise. Donc ça, c'est un exemple qui a été fait l'année dernière avec des étudiants de game designer. Qui sont partis sur les métiers du secours, en fait, des premiers secours, et qui ont imaginé en tant que game designer qu'un débouché possible de leur métier serait de provoquer ou de calculer ou d'accompagner des simulations VR pour former des professionnels à des métiers à risque. Alors, le niveau, le step d'anticipation est pas très loin. On est sur du 5 ans là. Et on a produit un document donc qui s'appelle Impact, en fait, qui est un peu un ouvrage en fait qu'on édite à l'école depuis quelques années, qui est un portrait des anciens étudiants de l'école et un peu les success stories. Et donc celui-là, on l'a un peu détourné et on a repris exactement les critères, comme dans le cadre d'un design fiction, mais avec leurs propres travaux. Alors, quelquefois, parce que ça, on pourrait aussi ouvrir le débat là-dessus sur la question du persona, quelle est la place de la personnalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un personnage doit être incarné ou pas. On peut le faire de deux façons. Donc, il y a des années où on est sur des personas prospectifs mais imaginaires, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment imaginer la totalité d'un persona. Là, par exemple, c'est Henri Bocher qui travaille chez Facebook et qui est manager comportemental en IA chez Facebook. Et donc là, on a un proto-persona qui a grandi, en fait, et qui a vieilli et qui incarne un imaginaire. Et puis, quelquefois, les étudiants s'incarnent, comme les derniers travaux, en prenant place et en se mettant en scène, en fait, dans la photographie. C'est-à-dire qu'ils construisent vraiment une photographie autour de leur futur métier, comme Thomas Dupuis, qui est lui pilote de drone pour l'armée. Voilà très rapidement le travail qui a été mené dans le cadre de ce cours. Alors sur les perspectives, mais ça peut-être aussi pour ouvrir les réflexions et les questions. Les personas, c'est ce que je disais au démarrage, c'est assez compliqué. Ça prend beaucoup de temps et ça a été dit à plusieurs reprises. C'est une démarche qui prend beaucoup de temps et si elle est faite à la légère, qui peut être dévastatrice, en fait, qui peut produire des simplifications des stéréotypes assez catastrophiques, en fait, en termes de représentation. Donc, l'objectif, il est effectivement de travailler un petit peu plus à des outils ou à des méthodes qui soient tournées vers des publics moins spécialisés pour permettre que plus de gens s'emparent de cette méthode qui est une méthode riche et prometteuse. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Alors, oui, si vous pouvez juste couper vos micros, merci. Voilà. J'avais juste une question technique. Est-ce que les diaporamas, qui sont très intéressants, pourront être mis en ligne sur la page du webinaire? Eh bien, si on a l'accord des participants, bien sûr, on les mettra en ligne sur la page du webinaire. Alors, on avait une petite question, je crois, dans le chat de Galina, si je prononce bien. Alors, Galina, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez pour poser votre question directement. Allô? Oui. Oui, bonjour. Je voulais juste en fait préciser quelque chose que j'ai essayé de prévenir rédiger dans les commentaires. Je pense que peut-être ça vient de moi, peut-être j'ai pas vraiment saisi
Vous avez sans doute mentionné ça, mais comme ça me paraît extrêmement important de bien définir en fait quel usage faire de persona dans l'enseignement, y compris supérieur, d'où vient en fait ma question. Donc, sur la première partie de votre présentation, j'ai bien retenu que la méthode persona est vraiment une méthode de conception de contenu, c'est-à-dire qu'on prend en compte les possibles profils des étudiants qui nous sert effectivement à aider de définir la conception, le contenu et tous les cahiers de charges de formation. Et ensuite, au moment où vous parlez de cette méthode de vente, SONCAS, et que les étudiants puissent aussi être interrogés de ce point de vue-là, comment utiliser la méthode persona, notamment pour ces activités de vente. Ici, je me sens un peu confuse parce qu'ici, on passe de la conception au contenu. Et c'est-à-dire qu'ici, persona n'est plus un outil de conception, de formation, mais devient le contenu, puisque c'est une méthode qui est enseignée. Et pour moi, en tout cas, il y a une confusion entre les deux, parce que c'est deux choses différentes. Ou alors, est-ce que vous voyez ça comme un ensemble et pourquoi ce choix? Est-ce que ce serait possible de clarifier ça, s'il vous plaît? Il y avait une séparation qui n'était peut-être pas assez visible au niveau des slides. On était sur un contexte 2 pour ce qui était utilisation dans la conception des cours ou des groupes de travail, et on était dans un contexte 2' dans l'utilisation des personas en contexte d'évaluation. La méthode SONCAS en elle-même, elle existe à la base. Les personas arrivent pour la rendre encore plus efficace dans l'exercice évaluatif qui est fait par derrière. Donc, en gros, le SONCAS est là, on a nos 6 profils d'acheteurs, et pour améliorer ces profils, on réalise des fiches persona par profil, ce qui permet par exemple, dans une simulation de vente avec une trentaine d'étudiants, de ne travailler que face à des acheteurs, disons orgueilleux par exemple, le 3e profil de la méthode SONCAS, mais avec des caractéristiques, des historiques, des orientations différentes qu'ils auront consultées au niveau de la fiche au moment de passer en tant qu'acheteur. Donc là, on n'est pas dans la conception du cours par rapport au type de persona étudiant, on est dans l'usage de la méthode des personas dans la mise en place de l'évaluation. Donc en fait, il y a les deux. Il y a vraiment l'utilisation J'ai pour... juste mis un prime, en fait. J'aurais peut-être dû faire un contexte 3. Voilà. C'est clair pour vous, du coup ou... Oui, je suis en train de penser à ce que vous venez de dire. Et écoutez, je vais y réfléchir. Il y a toujours il y a quelque chose qui me paraît très confus, mais je vais y réfléchir. Là, je prends en compte ce que vous avez expliqué. Merci. Et du coup, est-ce que le fait d'utiliser cette méthode avec ces étudiants, ça te nourrit aussi, Julien, et le dit aussi, ça vous nourrit d'une certaine manière après pour l'utilisation des personas pour concevoir le cours cette fois-ci? Ça vous nourrit d'une façon ou d'une autre? Non, pas moi me concernant, puisque en fait, j'utilise la méthode. En fait, le but, c'est qu'ils créent des personas en fonction des problématiques que les entreprises, en tout cas, ont identifiées. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ils mettent en œuvre des ateliers design thinking avec une entreprise. Et l'entreprise donc arrive avec ses problématiques, donc les étudiants sont répartis en groupes, et à partir des problématiques, ils ont à réaliser des entretiens utilisateurs et à créer les personas en fonction, et donc animer l'atelier. Donc en soi, moi ça, en soi, voilà, ça me sert pas pour profiler les étudiants que j'ai en cours. C'est vraiment pour l'utilisation en soi de la méthode, enfin la méthode quoi, en cours, hein. Et peut-être Julien un peu plus. Bah, moi, alors, si on sort du caractère évaluatif qui a été vu avec la méthode SONCAS, oui, ça me servait, moi, à profiler mes étudiants dans un contexte bien particulier auprès des sportifs de haut niveau et des handicapés. Mais au-delà de ça, les fiches que l'on réussissait à mettre en place, alors après, c'est sur une temporalité qui n'était pas si longue que ça, puisque l'UPEC, ça a été 3 ans, ça permettait derrière, dans le recrutement de nos intervenants, de déjà les préparer derrière quand ils reprenaient nos cours, par exemple, puisque en tant qu'enseignant-chercheur, on ne peut pas tout faire.
de déjà les préparer à ces types de profils, notamment, surtout, en tout cas, au STAPS de Créteil, par rapport au profil INSEP, pour pouvoir les intégrer plus facilement dans les groupes de travail, pour pouvoir leur donner des rôles qu'ils n'auraient peut-être pas eu si on n'avait pas fait ce travail au premier abord, et réorienter le cours, je rebondis sur ce qu'a dit Yaina tout à l'heure, réorienter le cours selon ce qui pouvait ressortir de leur fiche. On actualise chaque année nos cours, là je prends l'exemple du marketing parce que c'est plus simple, par rapport aux événements qui tracent notre année ou l'année précédente. Là, les fiches nous aidaient également à voir s'il y avait des orientations communes, des intérêts communs qui auraient pu être utilisés dans le cours en lui-même, mais aussi dans la création des travaux de groupe. Ok. J'avais également une question un peu plus, enfin là pour le coup pour tous les intervenants, et je pense que ça a été un peu évoqué par Laurent. Enfin Laurent, tu as mis un peu plus l'accent sur le fait que c'était vraiment un outil pour le groupe. Si j'ai bien compris que ça permettait vraiment une dynamique de groupe intéressante, et du coup c'était l'une des questions que je voulais vous poser. Comment est-ce que vous avez pu observer ça avec l'outil, en quoi ça favorise en fait, comment ça peut favoriser vraiment la construction du groupe et de l'esprit d'équipe, enfin de l'esprit de groupe. Ok, je veux bien répondre sur la partie groupe. Moi, j'utilise ça uniquement en groupe, en fait. C'est vraiment un élément constitutif d'un groupe. Ça peut se faire surtout les proto-personas. La proto-persona avec un groupe qui ne se connaît pas, ça peut permettre de casser des représentations, de travailler sur les stéréotypes, et de lier un groupe aussi en même temps. Ça fonctionne très bien pour la constitution d'une équipe, que ce soit sur des événements, voilà, ça fonctionne bien. Et puis dans le cadre d'étudiants qui se connaissent, ça permet de régler. C'est vraiment un outil de médiation en fait. C'est Oui. hyper intéressant. Et tout seul, j'ai jamais, enfin, en individuel, j'ai jamais utilisé. Ok. Gabriel, il y avait. Oui, c'est vrai que vous êtes en stéréo. Parce qu'on est en. Donc, on est envahi par des étudiants. Et on est envahi par des étudiants juste à côté en même temps, donc ça fait un petit élément de distraction. Non, effectivement, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que là, il reste 15 minutes. Nous, on va juste prendre 5 minutes sur la fin. S'il vous plaît. C'est les aléas du direct. Ah, il y a je crois qu'on a Laurent. Ouais. Vas-y, Laurent, je t'en prie. Merci. Je voulais partager, moi, savoir si ma préoccupation, qui était de mettre la méthode des personas entre les mains des enseignants qui allaient devoir concevoir des programmes pédagogiques ou des parcours de formation, était partagée. Et juste partager, c'est vachement intéressant tout ce qu'on a entendu, ça ouvre beaucoup. Moi, ça me conforte dans l'idée que c'est une méthode qui est sans doute un peu casse-gueule, qui doit être pleine de biais. Mais je trouve qu'il y a une... On a parlé, quelqu'un a dit tout à l'heure que c'était quelque chose d'assez ludique, on a parlé de médiation aussi. Je trouve que ça peut être vu aussi comme quelque chose d'un peu effectivement ludique, un jeu à mettre entre les mains d'enseignants pour leur permettre quelque chose dont moi j'ai vachement de difficulté à concevoir, c'est se pencher sur qui sont nos usagers, nos utilisateurs. Et c'est quelque chose de très, je trouve, dans mon métier d'ingénieur pédagogique depuis 10 ans, j'ai beaucoup de difficultés à articuler ça avec les enseignants. On parle des compétences, on parle des apprenants, on parle de ça, mais je ne vois pas, je ne constate pas, et c'est un peu dur, hein, c'est un peu sévère, d'intérêt plus particulier à recentrer nos travaux autour de ces gens-là, de ces étudiants-là. Et je trouve que dans la méthode du persona, mise entre les mains des enseignants, peut-être leur demander de faire un petit terrain. Alors, c'est un peu dur de dire ça, parce que les enseignants ont l'impression de vraiment bien connaître leurs étudiants, puisqu'ils vont enseigner régulièrement, ils les voient évoluer, ils les voient d'année en année. Mais je me dis que là, en changeant la perspective, en changeant un petit peu le projet, quoi, en disant va faire un terrain et va t'intéresser, va construire cette fiche persona autour des préoccupations
de l'enseignant, c'est-à-dire est-ce que l'étudiant se concentre 5 ou 10 minutes, est-ce que l'étudiant lit, est-ce que l'étudiant regarde 3 fois les vidéos, est-ce que l'étudiant travaille tôt le matin ou tard le soir, est-ce que l'étudiant échange avec ses camarades, enfin, et de construire une fiche autour de ces préoccupations-là leur permettrait peut-être d'envisager les étudiants un peu différemment et surtout d'envisager les étudiants après, quand on va concevoir une activité pédagogique, de se dire, tiens, au fait, on travaille le matin, on regarde pas la vidéo, on la regarde en plusieurs fois, donc qu'est-ce que je fais moi quand je veux balancer une vidéo dans mon programme de cours? Enfin, voilà, il y a toutes ces... Je trouve que je pense que ça changerait les attitudes dans la conception même des programmes pédagogiques si les enseignants avaient préalablement pris la peine d'aller construire ces profils-là, aussi, j'ai envie de dire aussi injuste soit-il presque. Enfin, voilà, là, il y a une beauté du geste, je trouve. Juste si je peux me permettre, parce qu'on n'en a pas tellement parlé du côté théâtral, hein. C'est vrai que c'est aussi un masque et qu'on joue en fait. Et donc ce qui est très intéressant dans le persona, c'est aussi effectivement ce que tu disais, de travailler sur les représentations. Alors on peut pas leur forcément ils ont fait un terrain naturel et donc ils sont assez capables ils sont capables de construire un proto-persona. Par contre, ce qui est intéressant dans une figure d'animation, c'est que quand on est animateur, on va pouvoir jouer ce persona-là et interroger les représentations de l'enseignant par rapport à ça, en fait. Et ça, c'est extrêmement bien, quoi. C'est-à-dire, OK, on parle de Karim qui a 25 ans et qui est enseignant enfin, pardon, qui est étudiant en STAPS. Je suis Karim aussi. J'ai tel type de handicap, et je vais jouer cette chose-là. Et là, il va falloir que tu me prouves que ce que tu me proposes est en adéquation avec ce que j'aime réellement, quoi. Donc, ça nous permet d'incarner un persona aussi en tant qu'animateur, en fait. C'est un point intéressant. Et puis aussi, alors moi, mais tout ça, c'est un peu fantasmé parce que je n'ai pas encore pu expérimenter vraiment jusqu'au bout avec des enseignants, mais je trouve que nous qui avons des promotions de 1400 étudiants, on a souvent des enseignants qui nous parlent de leurs étudiants et ils ont des espèces de profils types. Alors, qui varient, hein, des étudiants qui interviennent avec les mêmes 1400 étudiants. Il y en a certains qui sont très sensibles à des profils de gens qui sont indisciplinés, d'autres qui sont très sensibles à des gens enfin bref, voilà, et comme ça, on découvre que les profs travaillent eux-mêmes avec ils ont constitué une espèce de petite banque on ne va pas appeler ça des personas, mais je sais pas, de stéréotypes, des fois des caricatures, des fois c'est très juste, il y a des fois plein de nuances et tout, mais c'est très très compliqué en fait de travailler avec, de travailler avec plein d'enseignants qui travaillent avec plein d'étudiants qui ne sont pas forcément les mêmes et qui, en tout cas, ne leur permettent pas de constituer des programmes pédagogiques assez cohérents et qui permettent d'intervenir de façon efficace, je trouve. Et je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre. Ça pourrait être un autre jeu presque d'avoir là, on travaille, Barbara le disait, sur la refonte de la première année où on a une trentaine d'enseignants qui travaillent. Déjà, d'avoir peut-être de mettre en cohérence une espèce de palette de profils, ça pourrait être très intéressant, je pense, pour faire évoluer la prise en considération, l'empathie qu'on pourrait avoir pour nos étudiants. Alors oui, juste pour information, Laurent est ingénieur pédagogique à l'ESCA, il est donc mon collègue. Et on n'est pas dans le même bureau, mais juste à côté. Voilà, on n'est pas très loin. On avait une question de Caroline dans le chat et puis après je propose qu'Alexandra prenne la parole. Caroline demandait combien de temps pour créer 10 proto-personas. Donc est-ce que l'un de nos intervenants veut prendre la parole? J'imagine que ce temps doit varier énormément. Je peux éventuellement clarifier, c'est pour refondre une offre de service pour une bibliothèque et on sera 1 ou 2 maximum pour travailler dessus. Le 1 étant bon. Je veux bien répondre, hein. En fait, c'est sûr que Barbara, tu as raison, ça dépend. Alors, si on est des proto-personas, on va partir de la représentation. Si on parle de proto-persona, on part de la représentation des usagers qui vont créer ces personas. Donc, si vous connaissez bien vos usagers, ça peut aller assez vite, sauf que si vous allez trop vite, vous allez tomber dans la caricature. Et que 2 pour construire 10, c'est pas. Ce qui sera intéressant, c'est de faire un atelier un peu plus large, un peu plus. Enfin,
pour donner une réponse claire, quand on lance un atelier de design et qu'on commence par le persona, généralement, on fait travailler les personnes, c'est entre 2 et 4, entre 2 et 4 personnes qui construisent une fiche, et ils en font 3 par heure, quoi. Voilà. Mais ça fait partie de la formation, on prend du temps, on va rechercher. Ça dépend si on leur fournit un verbatim sur lequel ils vont se pencher. Enfin, voilà, c'est très, très difficile de répondre à cette question-là. Je pense qu'il faut déjà oui, déterminer la méthode que vous voulez suivre. Je suppose que la méthode la plus sympathique, c'est d'abord de partir des proto-personas, éventuellement de les avoir en entretien, pour redéfinir après des sous. Voilà, donc c'est très très long. Après, si vous voulez en parler un peu plus, on peut répondre ça. Peut-être ça va être long de répondre, mais après, vous pouvez m'envoyer un mail et puis je prendrai du temps pour vous en parler un peu plus. Oui. Pour remettre le contexte, je crois que c'est vous qui travaillez en IUT. C'est un IUT, 5 départements, 8 spécialités, sans compter les parcours. D'accord. Donc merci effectivement, il y a du boulot. On avait une question d'Alexandra également. Alexandra, n'hésitez pas à... Merci. Oui, je suis en train de reconnecter ma vidéo et mon micro, mais mon ordinateur est un tout petit peu poussif, donc je crois que vous m'entendez, c'est déjà un bon début. Oui, déjà on vous entend. Voilà, on verra, peut-être que je vais apparaître par la suite. Merci beaucoup déjà à tout le monde pour les interventions. L'intervention, l'avant-dernière intervention, je suis vraiment navrée, j'ai pas vu et retenu les noms. Non, pardon, je parle des dernières questions. Le monsieur qui parlait on a évoqué la question de stéréotypes et moi, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est un questionnement que j'ai. Je ne connais pas du tout cette utilisation du personnage. Je le dis en prémisse. Hein, donc, c'est vraiment une question on ne peut plus naïve et peut-être étrange, je ne sais pas. Mais ça suscite cette réflexion en moi. Est-ce qu'on ne prend pas un risque avec cette méthode que je trouve super intéressante et que j'ai très envie d'utiliser ou au moins d'explorer? Est-ce qu'on ne prend pas un petit risque justement de renforcer des stéréotypes et de rester coincé, vous voyez, la vue tunnel, on a vu des exemples tout à l'heure, l'étudiant un peu hyperactif ou l'étudiant un peu en retrait, etc. Et si oui, est-ce que vous avez des trucs et astuces pour éviter justement de rester encore plus bloqué dans... Je dis encore plus, ça sous-entend qu'on l'est déjà, mais de rester bloqué dans des stéréotypes alors que peut-être ça vise à ne pas le faire. Et je me référais à l'intervention de Laurent Barbin, parce que je vois maintenant les noms, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, excusez-moi. Je ne sais pas si j'étais très claire, hein, mais... Alors, moi, je vais me permettre de... Peut-être une des pistes à faire que j'ai vues, c'est vraiment de... Je pense qu'une fois qu'on a créé ces cartes, ce qui est important, c'est de pouvoir les mettre à jour très régulièrement, de pouvoir les réinterroger tout le temps. Mais après, je laisse la parole plutôt aux spécialistes, aux usagers de la méthode. Donc, je ne sais pas si Julien, Élodie, Lucie, Laurent, est-ce que l'un de vous a des pistes? Oui, effectivement, comme tu dis, Barbara, c'est par rapport à l'utilisation, une fois, en tout cas concernant la façon dont on utilise Persona, c'est effectivement une fois qu'on a réalisé ces différents profils en fonction du terrain, des observations, des interviews, etc. C'est peut-être à un moment donné de dérouler le projet et de revenir sur ces personas, peut-être en réinterrogeant les personnes pour voir si effectivement au niveau des idées, au niveau des projets, ça correspond à à leurs attentes par rapport aux points bloquants qu'on aura identifiés en amont. Donc oui, c'est peut-être de les refaire reparticiper à un autre moment de la démarche du processus pour mettre à jour, comme tu dis Barbara, les profils. Mais à un moment donné, c'est sûr, c'est quand même une méthode qui est assez subjective et c'est comme je disais en intro au niveau de la segmentation marketing et du ciblage. À un moment donné, on est un petit peu obligé de fermer. Période, on est obligé de fermer les périodes. Et puis de mettre un point final, on va dire, à ce qu'on aura identifié comme
potentiels profils, même si évidemment il y a toujours, on dit toujours, on n'aime pas rentrer dans des cases, mais on rentre tous quand même dans des cases à un moment ou un autre. Donc, je pense que... Mais voilà. Mais comme tu dis, oui, Barbara, remettre à jour les personas qu'on a identifiés, ça reste, je pense, le meilleur moyen pour faire à ce qu'il corresponde au mieux voilà, en tout cas, en l'occurrence, à l'idée de service qu'on souhaite mettre en place, enfin, produit ou autre. Ouais. Et, oui, pardon. C'était Laurent. Oui. Non, juste par rapport à ça, ça dépend. Quand on utilise le persona en tant qu'outil de conception et qu'il est censé représenter l'usager ou l'utilisateur, effectivement, il faut être très vigilant, mais c'est l'animateur qui peut le convoquer. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure à Laurent aussi, c'est-à-dire que les stéréotypes peuvent devenir une contrainte et on peut aussi introduire des variables par des jeux de cartes ou par voilà, d'autres choses qu'on a envie de rentrer dans le si le personnage n'est pas assez complexe, on le complexifie avec d'autres contraintes qui peuvent être des situations réelles de type handicap, de type âge, de type voilà, et on peut basculer avec les stéréotypes classiques. Mais je crois qu'il faut vraiment aussi voir ça comme un bon outil de déconstruction des stéréotypes. C'est ça avant tout. C'est pour ça que je disais qu'en binôme ou dans un groupe, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de ces fameuses. C'est ça. C'est sûr que les enseignants, ils ont tous des profils d'élèves et quelquefois, ils n'ont pas forcément tort. Il y a des profils, il y a des choses qui existent, des choses qui reviennent. Mais à un moment donné, le persona peut aussi permettre de prendre du recul par rapport à ça, sans être une catharsis, mais en tout cas être quelque chose, un élément de discussion, quoi, en fait. On avait Julien et Elodie, vous avez levé la main. Oui. Pour aller dans le sens de Laurent et pour rebondir en plus sur ce qu'avait dit Galina tout à l'heure, la complexification dont Laurent parlait, c'est ce qu'on fait par exemple sur la méthode Soncas dans la négociation commerciale. On part d'une théorie gestionnaire de base, on utilise des fiches qu'on va constituer soit avec des étudiants de la précédente génération, soit avec les étudiants en cours, pour complexifier ces profils qu'on va utiliser derrière dans l'évaluation, tout simplement parce que la théorie, elle est datée, la théorie, elle a mis en place des profils sympathiques, orgueilleux, comme je vous le disais tout à l'heure, mais qui sont des profils des années 80-90. Et grâce à ce nouveau profilage via la méthode des personas, on va avoir quelque chose de plus actuel où on va considérer, alors peut-être biaisé parfois et stéréotypé, mais on va considérer des variables contextuelles. On aurait fait les fiches persona, par exemple, je pense à mes BMI à Cholet en bachelor, on aurait fait les personas pendant on va dire le pic de la Covid, ça n'aurait sans doute pas été les mêmes fiches que celles qu'on a produites avant le pic Covid. Pareil avec notre ami Poutine, peut-être que ça a eu un impact sur les personnages qu'on ferait aujourd'hui en matière de négociation commerciale, voire négociation politique. Donc, il y aura toujours une variable contextuelle qui fera qu'à un moment ou à un autre, comme l'a très bien dit Elodie, pour rebondir sur ce que tu as dit Barbara, il faudra qu'on se dise qu'il y a des cases qu'on va conserver, mais qu'il faudra faire évoluer par rapport à un contexte spécifique. Alors, ça me permet de faire une transition et puis une transition vers la conclusion, parce que malheureusement, il est déjà 5h30, qu'on aurait dû prévoir plus de temps. Ou être moins en retard. Mais justement, pour vérifier cette question de la validité, elle renvoie aussi à une question, c'est quid du moment où, une fois qu'on a nos personas, est-ce qu'on peut les confronter et est-ce que c'est pertinent de les confronter aussi aux réels usagers, en fait. Et ça rejoint une des réflexions, une des questions, en tout cas, pardon, qu'on se pose avec Gabriel, notamment, est-ce que cette méthode des personas peut être un outil de réflexion, de réflexivité puissant pour l'usager lui-même, un outil qui permette aussi l'autodirection ou voilà. Et donc du coup, j'en profite pour conclure et en fait ouvrir, vous dire que ce webinaire, Gabriel n'hésite pas à reprendre. Ce webinaire est c'est un premier jalon en fait qu'on a posé
avec Gabriel dans un projet qu'on voudrait plus vaste, un projet qu'on voudrait, dans lequel on veut expérimenter vraiment, éprouver cette méthode pour l'enseignement, pour la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Et donc, du coup, on a commencé déjà à réfléchir à un projet de recherche-action dans lequel on pourrait, comme je vous disais, designer, enfin redéfinir une méthode qui soit adaptée à notre contexte et qu'on pourrait utiliser autant avec les enseignants qu'avec les étudiants, voir à quel point ça peut nous aider pour designer des cours, à quel point ça peut aider aussi les étudiants pour eux-mêmes. Comme je le disais, dans une idée de réflexivité, d'autodirection, et puis voir si ça peut servir aussi au développement professionnel. Et là, je parle de tous les acteurs de l'enseignement supérieur, pas que les enseignants, mais aussi les ingénieurs pédagogiques, aussi les assistants d'éducation, pourquoi pas les services qui servent l'expérience étudiante ou autre. Voilà. Ouais. Donc, oui. Je vais juste compléter là-dessus, parce que tu as très bien résumé la situation. Mais comme on a vu en fait que vraiment il y avait un intérêt sur le travail de la déconstruction des représentations, ça a beaucoup été écrit par exemple dans la littérature sur tout ce qui est auto-évaluation par exemple et autorégulation, que justement ce genre d'outils en fait pourrait permettre un développement justement de compétences réflexives. Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on vous appelle en fait finalement à faire, c'est essayer de peut-être de voir ce qu'il est possible de faire. Nous, on est ouvert en fait là-dessus. On a commencé à entamer justement une méthodologie de recherche-action qui commence petit à petit à se structurer vraiment comme il faut. Mais vraiment, on est ouvert à beaucoup de contributions. L'idée, c'est que finalement, on forme un cercle d'intérêt, voilà, où on puisse tous apprendre et échanger autour de ces pratiques-là un peu innovantes, donc pour améliorer l'expérience d'enseignement-apprentissage. Voilà. Et ben voilà, pour conclure, oui, Jean-Marie, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais dire que c'était une super conclusion. Donc, si c'est pour dire la même chose, je peux me taire. Mais si tu as fini, je voudrais juste rajouter un mot derrière. D'une part, que l'idée du persona comme soutien à l'autorégulation et à l'autodétermination, je suis tout à fait preneur pour en discuter. Donc, bravo. Et puis, je voulais souligner et vous remercier d'avoir organisé ce webinaire parce que effectivement, vous êtes arrivé un soir dans une réunion de riposte en disant tiens, nous, ce qui nous intéresserait, c'est de parler de persona. Vous avez dit ouais, super, pourquoi pas. Et d'abord, ça vous a permis de vous rencontrer. Ensuite, ça vous a permis effectivement de mener ce premier travail. Et j'apprécie particulièrement qu'effectivement, ce soit un premier travail et une ouverture de plus autour des questions pédagogiques et effectivement de donner du pouvoir d'agir aux étudiants, ce qui est quand même un de nos objectifs principaux en tant que pédagogue. Merci donc à vous tous les deux. Merci aux trois intervenants. Et puis merci à Lucie d'avoir fait plein de liens avec les autres séminaires, les autres webinaires riposte. Bravo, merci. Merci à tous. Oui, merci à tous. Un grand merci particulier à Lucie, Laurent, Julien et Elodie pour vos interventions. Je vous mets dans le chat un lien vers un